Bien, bonjour à toutes et tous. En cette deuxième journée du colloque Enfants demain, nous avons le plaisir de vous accueillir ce matin autour d'une thématique qui était déjà très régulièrement évoquée hier, qui est la question de l'enfance, de l'éthique et du numérique dans les actualités récentes, puisque c'est un phénomène extraordinairement récent. Mais bien entendu dans les perspectives qu'on peut envisager pour nos enfants demain. Alors, les réseaux sociaux, aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de plateformes d'information ou de désinformation. Le numérique occupe une place toujours plus importante dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos économies. Et les enfants, nos enfants bien sûr, qui grandissent aujourd'hui dans un monde qui est en partie rythmé par le numérique, doivent faire face aux enjeux de ces nouvelles technologies, comment les accompagner et les préparer à devenir des citoyens éclairés, autonomes et dotés d'un esprit critique. Pour débuter ce temps de réflexion, nous avons la chance d'avoir donc en visioconférence notre premier conférencier qui interviendra depuis l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Il est médecin, spécialiste en addictologie et chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, président de la Société française d'addictologie. Il a récemment été le coprésident de la commission Enfants et écrans, aboutissant au fameux rapport remis au président de la République le 30 avril 2024, qui comprend notamment 29 recommandations. Nous avons le plaisir d'accueillir à distance, et nous devons le remercier, le professeur Amine Benyamina. Bonjour, je ne sais pas si j'apparais à l'écran, je vous remercie. Et si je ne sais pas si c'est mon temps d'intervention. C'est votre temps d'intervention, professeur Parfait. Benyamina, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Harmonie Mutuelle pour cette invitation. Et je suis sincèrement désolé de ne pas être avec vous à Dijon, j'aurais préféré y être. J'ai une journée un peu compliquée et donc l'aller-retour a été un peu préjudiciable pour les autres rendez-vous de la journée. D'autant que l'actualité qui est la vôtre hein, a repris ses droits. Je vous en dirai un mot. Voilà. Petite correction, je suis président de la Fédération française d'addictologie et la Société française d'alcoolologie, présidée par mon collègue Michael Massila. Donc la fédération, pourquoi je le dis? Parce que la Fédération française d'addictologie regroupe à peu près un peu moins d'une trentaine de sociétés savantes, associations, dont des associations de patients et de patients experts. Donc c'est important parce qu'on a beaucoup d'interactions avec ce type évidemment de sociétés, d'associations pour pouvoir produire à la fois des rapports, mais aussi des questions des autorités. En tout cas, merci beaucoup de m'inviter ce matin. Donc, je vais me faire aider par Patrick, que j'ai en face de moi, pour repasser le diaporama. J'essaierai d'être pas trop long pour éventuellement répondre à, je ne sais pas si c'est prévu, une ou deux questions. Je vous laisse, Patrick, poser un peu le diaporama. Je ne sais pas si je vais le voir, moi, pour pouvoir avoir. Pas sûr. Très bien. Donc, les gens le voient. Très bien, ben, je l'ai sous les yeux, comme ça je pourrais. Donc, si on est sur la première plaque, vous avez le sommaire, c'est-à-dire la présentation de la commission et de la commande. Voilà, parfait. Présentation de la commission et de la commande. Avec, on passe la première, on va sur la oui, avec donc la méthodologie qu'on a adoptée, et ensuite le retour sur les principaux constats, et puis je vous, évidemment, ça a été annoncé tout à l'heure, je dirai un mot de la présentation des 24 propositions que nous avons faites. Alors, on avance sur la présentation de la commission. On va aller sur d'abord, on continue, on va sur la composition de la commission. Donc, ça a été dit, cette commission a été présidée par Servane Mouton, qui est une collègue blog installée, et moi-même qui suis professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'Université Paris-Saclay. Et puis, les membres, c'est important d'en parler parce qu'on a, cette commission a été construite avec des membres qui étaient d'horizons différents. Nous avons eu à la fois des chercheurs, notamment sur la pitance en enfance, comme Grégoire Borst qui travaille sur le développement de l'enfant et de l'adolescent, mais aussi des épidémiologistes comme Jonathan Bernard. Par ailleurs, on a eu aussi des, euh, des directeurs de start-up ou de sites numériques comme Axel Dessin, Florent Gessel qui est juriste aux États-Unis, Marie-Caroline Missire qui est présidente d'une association
Canopé, que tout le monde connaît, qui dépend du ministère de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, Catherine Roland, qui travaille, qui est responsable de la chaire à Polytechnique, Audrey Verret, qui est également dirigeant de start-up, Célia Zolensky, qui est juriste, et puis on a eu le recours efficace et précieux de Carole Bousquet et Alexandre Pascal. Carole Bousquet étant administratrice d'État, qui était directrice de cabinet de ministre Braun, et Alexandre Pascal, qui est IGAS. C'est important parce qu'ils nous ont évidemment soutenus, accompagnés, organisés, et on a profité de leur métier. Alors, on va avancer et on va aller sur la présentation de la commande. Elle est importante. Nous avons eu un contact direct avec le président de la République, qui nous a contactés individuellement et souhaitait nous rencontrer. Donc, on l'a rencontré. Il nous a expliqué les raisons pour lesquelles il souhaitait mettre en place cette commission avec, au bout, comme vous le voyez, un rapport. Et d'abord, beaucoup interpellé par les émeutes concernant les jeunes et la manière avec laquelle ces émeutes ont été construites et comment l'information est diffusée, notamment des sites Internet, des applications comme Snapchat ou alors des applications Facebook, mais surtout. Donc, il nous a donc clairement dit, je souhaite savoir ce qui se passe. Je sais que, évidemment, le digital est très présent et très opérant chez les jeunes, mais j'aimerais avoir une situation. Merci de faire une situation sur les écrans. Alors, ça a été une commande qui était très, très générale. Et il a utilisé un mot qui est important parce que, de par la composition, il nous a demandé de faire un consensus, mais de converger vers des recommandations. Et donc, l'idée, c'était ça, un fait de société, l'existence de différents travaux sur lesquels on s'est appuyé, mais qui étaient disparates, de qualité méthodologique absolument différente et inégale, plutôt. Et l'idée, c'est de se faire unité, c'est ça de dire. Et faire un point sur les évolutions en cours. Et donc, l'objectif, c'est faire émerger un consensus scientifique, mais des opinions, de la commission, évaluer l'efficacité des dispositifs existants. On va passer sur la commande, je l'ai passée, on va passer sur la méthodologie. Elle est importante parce que ça va probablement être un élément important sur la thématique de la journée, qui est la vôtre. Donc, alors, le périmètre de la réflexion, je l'ai sous les yeux, donc si vous êtes... Oui. Le périmètre de la réflexion, c'était tous les écrans, ça a été un sujet sur lequel on a dû très clairement trouver un moyen de rentrer. En même temps, c'était compliqué. Les télévisions, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, les portables. Donc, c'est tous les écrans et tous les contenus. Donc, ça a été vraiment bien appuyé par le président de la République. Et la cible était les enfants, donc des plus jeunes. Dès la grossesse, c'est important, vous comprendrez pourquoi. Et jusqu'à la fin de l'adolescence, disons la majorité, 18 ans. Donc, on a organisé les travaux comme suit. 3 mois de travail et d'audition. Donc, on a recensé les principaux travaux. On a fait évidemment de la bibliographie. On a en même temps fait des commandes auprès des experts. On a écouté et entendu 250 personnes, dont 100 experts et 150 jeunes. Et puis, on a remis le rapport au président de la République le 30 avril de cette année 2024. Alors, vous me suivez, Patrick? Bon. Alors, les principaux constats, ce qui est important, c'est que on a fait sur 6 plaques. On a d'abord, et ce qui est important, c'est que les écrans, à l'image de leurs parents, évoluent dans un univers dans lequel les écrans et le numérique occupent une place prépondérante et croissante. Ce qui peut s'expliquer, d'abord, je ne l'ai pas dit, mais c'est ce qui est important. L'écran n'est pas un outil, ou bien le digital n'est pas un outil à bannir ou à mettre aux oubliettes, au rebut. Non, l'idée, ce n'est pas d'arriver à ce constat, parce que on pourrait le faire et puis c'est réglé, on n'a pas besoin de commission. L'idée, c'est de trouver une utilisation raisonnée et raisonnable des écrans, notamment chez les jeunes, parce qu'on oublie assez vite que c'est, avant de devenir un lieu de conflit, un lieu de captation, c'est aussi un outil de réduction des inégalités sociales, territoriales et même parfois économiques. On l'a bien vu, ça a été une bouée de sauvetage extrêmement importante pendant la Covid, puisque nos enfants ont fait la classe à la maison. Donc ça, c'est important. Alors, c'est quoi les écrans? Les expositions aux écrans. Dans les domiciles, on s'est rendu compte qu'on a à peu près 10 écrans en moyenne par foyer.
Et à l'école, on a le recours aux écrans de manière classique, notamment par les ENT, et ce sont des supports pédagogiques de qualité. Donc, c'est pour ça que vous comprenez pourquoi, dans la commission, nous avions des représentants d'éducation nationale, notamment Marie-Caroline Missière avec Canopé. Via les équipements dont ils disposent et leurs usages, on a à peu près 1,6 écrans en moyenne pour les enfants de 7 à 12 ans. Regardez comme ça augmente vite avec l'âge. 13-19 ans, 13-19 ans, 2,6. Et au-delà, plus on vieillit et plus on grandit plutôt, plus on a une quantité d'écran élevée. Et les temps moyens de consultation, là, on s'est appuyé non pas au doigt mouillé, mais sur des données qui sont déjà anciennes, hein, 2014-2016, 4h11. On a fait une extrapolation du temps moyen, on est à peu près aux alentours de 6 à 7 heures par jour. Donc, c'est extrêmement important. Toujours les retours sur les principaux constats, il y a un consensus scientifique qui se dégage très vite, qui concerne 3 éléments. Concernant, en lien avec ce qu'on appelle les effets néfastes. Le premier, c'est le sommeil, tout le monde le sait. Un manque de sommeil, une altération de la qualité du sommeil qui est manifeste lorsqu'on est consommateur, évidemment, des écrans, surtout quand on est jeune ou enfant. Ça, c'est extrêmement important. Avec une perturbation des cycles circadiens, c'est les cycles de la journée, avec des réveils, des conséquences en cascade sur la santé physique et mentale. Ça, c'est une évidence. C'est une donnée constante et permanente. Deuxième point qui est plus surprenant, mais qui peut aussi se comprendre, la sédentarité. Quand on a un écran entre les mains, ben, on ne travaille pas, on a une activité qui est physique, qui est extrêmement ralentie, voire diminuée. Et puis, on a, en lien avec les écrans, une explosion d'obésité et de surpoids, notamment chez les jeunes. On a eu l'occasion d'auditionner pendant la période d'enquête, en gros, le professeur François Carré, qui est le père des 30 minutes d'activité par jour, qui nous expliquait qu'on a des pathologies cardiovasculaires liées à la sédentarité chez des jeunes et qui n'existaient qu'il y a quelques années que chez les personnes d'âge mûr. Et voilà. Et cette sédentarité, on la retrouve également chez des sportifs. Être sédentaire n'est pas antinomique d'être sportif. Ça, en dehors du sport, les gens s'assoient, il nous a même parlé de l'addiction à la chaise. Donc ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. OK? Et troisième point, les problèmes de vue. Voilà, c'est important. On a auditionné des ophtalmologues et des chercheurs dans le domaine qui carrément nous parlaient d'une génération de myopes et de cécité dans quelques dizaines d'années. Et donc, les écrans renvoient, notamment la nuit, lorsqu'on les utilise, une lumière bleue qui a un effet terrible sur la vision. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Les interrogations subsistent concernant les effets de l'exposition aux ondes électromagnétiques, ce qu'on appelle les effets cancérigènes, et puis l'impact éventuel sur ce qu'on appelle les substances présentes dans l'état aminonumérique, qui peuvent être des véhicules de perturbateurs endocriniens. Voilà en gros ce qu'on a. On a d'autres éléments sur lesquels je vais revenir, mais ça, c'est les constats avec la littérature scientifique abondante qu'on a eu l'occasion de consulter. Sur la troisième diapositive, troisième série de constats, de façon générale, les études et les conséquences des écrans sur le neurodéveloppement des enfants ou les adolescents nécessitent d'être encore approfondies parce qu'il y a une grande polémique sur le fait que les écrans sont à l'origine de tableaux de type autistique ou perturbateurs du neurodéveloppement. Donc on ne peut pas l'affirmer. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est un facteur de majoration de ce type de pathologie quand elles existent, et que parfois des tableaux qui miment carrément des problématiques de type autistique et même de retrait ont été retrouvés, notamment, on a eu le témoignage d'orthophonistes qui ont travaillé chez des enfants à qui on a remis une tablette quasiment à la naissance et qui arrivaient à un âge où ces enfants devaient aller à l'école, étaient totalement sans outils de communication. Et très clairement, ça part d'une bonne intention des parents de vouloir d'essayer d'interagir avec les enfants par les outils. On leur a tellement dit que le digital permettait de se développer que certains parents ont mis des tablettes entre les mains de ces bébés presque. Et on a parlé aussi d'interférence ou de technoférence, le fait d'avoir ces outils, par exemple dans des structures
où on accueille les enfants, dans les crèches, dans les maternités, notamment les devices, ce qu'on appelle les devices et les outils sont utilisés par l'encadrement sanitaire ou bien éducatif, et ils n'ont pas conscience de cette technofluence. Et puis à l'adolescence, la période de vulnérabilité, on a tout ce qu'on appelle la partie psychocomportementale et qui a été explorée, notamment les problématiques d'anxiété, troubles des conduites alimentaires, de dépression ou bien de troubles hyperactivité avec déficit de l'attention. Encore là, on retrouve un effet majorant de ces troubles et très clairement une des premières préconisations que nous avons faites, évidemment, c'est de supprimer ce type d'outils lorsqu'on a affaire à des enfants qui sont perçus comme étant en difficulté scolaire, stressés, anxieux, avec quelques insomnies et psychogènes, ou bien carrément des tableaux dépressifs. Je vous rappelle que quand même, à la sortie du Covid, en France, on a eu une explosion d'idées ou de tentatives de suicide chez les jeunes enfants et les adolescents. Sur la 4e série, on a la notion d'addiction aux écrans qui a été longuement discutée parce que ça ne veut rien dire, parce qu'elle n'existe pas dans les classifications internationales des maladies, parce qu'elle n'existe pas dans les classifications de l'OMS. On est addict au contenu. C'est comme si je vous parlais d'une addiction à la bouteille quand on a un problème d'alcool. Donc là-dessus, de grands débats ont été menés. Il est difficile de trancher, mais il faut reconnaître une chose, c'est que parfois on a des profils de consommateurs d'écran qui passent d'une application à l'autre et qui ont un véritable attachement à l'outil, l'objet. Et donc c'est une question qui mérite d'être posée et qui va interpeller carrément les sociétés savantes et notamment les groupes de classification des maladies comme l'APA aux États-Unis ou l'OMS dans le reste du monde. Donc, de façon générale, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les écrans, et en particulier l'utilisation des réseaux sociaux, semblent être au-delà des bénéfices qu'ils peuvent apporter, on l'a bien dit, il faut être clair, sont des facteurs de risque supplémentaires concernant l'ensemble de ces tableaux. J'espère que je suis clair là-dessus, c'est extrêmement important. En avançant un peu aussi, et dans les éléments qu'on a constatés, c'est que l'accès non maîtrisé des enfants aux écrans et l'insuffisante régulation sont des occasions où ces enfants rentrent en contact avec des contenus auxquels ils ne doivent pas avoir accès, notamment la violence, le sexe, la manipulation. De la même manière qu'on doit apprendre à conduire un véhicule avant l'âge, quand on a 18 ans, c'est la même chose pour l'utilisation de ces outils numériques. Il y a un apprentissage on l'a proposé d'ailleurs, qui doit être fait avant de leur permettre finalement de surfer, de naviguer, parce que ce monde n'est pas forcément toujours bienveillant pour les enfants derrière l'écran. Donc on l'a clairement dit, c'est extrêmement important. Ça soulève aussi plus largement les questions sur le plan sociétal. C'est la raison pour laquelle on a rapidement débordé de l'enfant à l'adulte sur nos investigations. Et la diffusion aussi de certains stéréotypes délétères, notamment des stéréotypes sexistes de corps et de pensée. Les risques aussi d'enfermement provoqués par les bulles algorithmiques, ça a été une découverte, mais de l'intérieur. L'algorithme, c'est la manière avec laquelle on vous définit à travers un montage mathématique très savant et qui vous renvoie finalement derrière l'écran ce que vous attendez parce que ça vous ressemble. C'est la base avec laquelle des plateformes comme TikTok, Snapchat ou Instagram aussi, et même Netflix d'ailleurs, calculent un peu vos attentes et vous réengagent de manière passive. Ce qui est à l'origine du scrolling, ce qu'on appelle le fait de regarder indéfiniment, et c'est à l'infini, des images, des vidéos. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est la responsabilité des plateformes qui, d'ailleurs, ont été largement citées et ont proposé des choses là-dessus. Et les dangers de la pédocriminalité, donc je l'ai dit. Dernier point, et j'arrive aux présentations des propositions, c'est les nombreuses initiatives qui ont été déjà engagées pour accompagner les enfants face au numérique et pour essayer de réguler. Et puis la France a été quand même avant-gardiste. Elle a réussi à pratiquement imposer 2 textes majeurs sur le plan européen, le DSA
ce qu'on a Digital System Act et le DMA, Digital Marketing Act, pour pouvoir essayer de réguler, c'est avec de fortes amendes lorsque les plateformes ne jouent pas le jeu. Alors, évidemment, ça a coûté sa place à notre commissaire, M. Breton. Hein. C'est quand même lui qui est à l'origine de ces deux grands textes. Mais c'est important de savoir que les démarches et la commission, qui est la nôtre, qui a été une commission nationale, avaient vocation à influencer sur le plan international. Et je pense qu'on y est arrivé, puisque depuis que nous avons remis le rapport, la même commission que la nôtre, les mêmes ont été créées au Canada, en Australie et un peu partout dans le monde, en Italie. Donc, il y a des commissions écrans qui, clairement, ont été inspirées par ce qu'on a fait. Je vous rappelle qu'on a appelé notre rapport Écran et enfants à la recherche du temps perdu, parce que c'est réellement beaucoup de temps perdu, hélas. Dans les propositions, on a quelques propositions qui ont été faites. Je vais rapidement, je ne vais pas les détailler, je vais donner deux éléments importants. Les grands principes, c'est regarder les constats qu'on a pu. Les grands principes, c'est que la question des écrans ne doit pas masquer la question plus large de la place des enfants et des adolescents dans la société qui est la nôtre. On s'est rendu compte que quand même, on vivait dans une société qui a évacué les enfants, qui finalement se réfugient derrière les écrans. Je vous rappelle que de plus en plus, lorsqu'on essaie d'acheter des vacances, on a des avions sans enfants, des hôtels sans enfants. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'effacement de l'enfant de l'espace de l'adulte qui était une réalité. On l'a vu, on l'a remarqué, et on l'a même entendu de la part des experts. Et traiter le seul binôme enfant-écran est insuffisant. C'est toute la société, une réponse collective qui doit être la nôtre. Ça, on l'a dit très bien, dans l'esprit dans lequel on a proposé les recommandations. Les solutions proposées doivent s'accompagner d'une meilleure appropriation dans le débat public des enjeux de santé, d'éducation, d'égalité et de droits fondamentaux. Ça, c'est important. L'égalité, c'est aussi, par exemple, mettre à disposition ces outils chez les enfants porteurs d'un handicap. C'est aussi faire de telle sorte que dans tout le territoire, il y ait de manière équitable, voire égale, l'outil numérique. Vous voyez, on a des concentrations dans les grandes villes avec des zones qui ne sont pas suffisamment dotées. Et les réponses sectorielles isolées ne suffiront pas. On s'est rendu compte qu'on avait, par exemple, des associations ou bien des services, ou bien même des services et même des divisions qui étaient très avancées dans un même ministère, notamment l'éducation nationale, alors de l'autre côté, les gens avaient une totale ignorance. Et j'aurais fini en vous disant que dans les grandes propositions que nous avons faites, on a fait des propositions qui sont articulées autour de 6 axes. Je vais les citer et le détail, vous l'aurez. L'axe 1, c'est s'attaquer pour les interdire en conception addictogène et enfermante. L'axe 2, c'est protéger plutôt que contrôler les enfants. Une bataille qui doit se mener et peut se gagner, évidemment, surtout avec les secteurs économiques. L'axe 3, c'est assumer et organiser une progression des usages et des écrans, notamment avec les bandes d'âge sur lesquelles peut-être dirai un mot. L'axe 3, c'est préparer sérieusement les jeunes à leur autonomie, on l'a bien dit. Les écrans. Donc, sur les écrans, leur donner pouvoir agir, pouvoir ne pas être passif, parce qu'ils sont victimes de manipulation. L'axe 5, c'est mieux outiller, mieux informer au numérique et mieux accompagner les parents, les enseignants et les éducateurs, parce qu'on s'est rendu compte que quand même les adultes étaient moins formés et moins aguerris parfois que les enfants. Et le 6e axe qu'on a détaillé, c'est mettre en place un dispositif ambitieux de gouvernance, parce que évidemment, il faut un chef d'orchestre qui permette d'articuler tous ces aspects, notamment en interministériel pour commencer. Donc, je ne vais pas les détailler. Vous avez ce rapport est à disposition. Vous pouvez le télécharger sur le site de l'Élysée, Écran et enfants, la recherche temps perdu. Vous avez 290 pages avec 29 propositions qui sont détaillées. Et si je dois me caler à l'actualité, nous avons, après 6 mois de parenthèses liées à la dissolution et puis aux Jeux Olympiques, le nouveau gouvernement nous a contactés et nous avons eu un contact très, très intéressant avec Clara Chapas, qui est la ministre du numérique, puis aussi le pôle santé de Matignon, et peut-être on va mettre en place, et en musique, ces recommandations, qui sont des recommandations qui sont évidemment importantes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des initiatives vraiment disparates qui se mettent en place depuis la sortie. Il y a des initiatives locales, nationales, ministérielles, et il faut absolument harmoniser tout ça. Voilà, merci, désolé pour le petit pépin technique, je ne sais pas de qui il est, mais bon, je l'assure.
Bien, merci beaucoup, professeur Benyamina. Nous notons vraiment avec beaucoup de remerciements votre capacité à tenir les délais et cette formidable capacité de synthèse. Merci beaucoup. Vous pouvez aussi remercier votre assistante pour son efficacité et sa réactivité dans les échanges. Merci pour votre présence et nous vous libérons Ouais. pour vos activités médicales.